Nous irons d'abord en République démocratique du Congo où la Cour de cassation annule les 13 ans de prison de Vital Kamerhe. Puis la France, Macron, bien parti pour empiler la Russie et l'Ukraine pour terminer. Doit-on craindre une troisième guerre mondiale? Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir réciproque de vous voir. L'allié et ancien directeur de cabinet du président congolais Félix Antoine Tshisekedi est poursuivi pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. Le vent tourne peut-être en faveur de Vital Kamerhe progressivement. Il a pu remporter plusieurs rangs dans une bataille juridique très médiatisée dans son pays. Alors, maître, il avait d'abord été condamné à 20 ans de prison. Il a vu sa peine qui a été réduite à 13 ans de prison. Non satisfait, Vital Kamerhe avait alors décidé d'attaquer l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa devant la cour de cassation. Alors, cet appel, finalement, s'est annulé. La peine de Vital Kamerhe, les 13 ans sont annulés. Bon, non, je crois qu'il faut à chaque fois remettre les choses à leur place. Nous sommes dans un procès qui se passe en 3 étapes, c'est-à-dire en première instance, puis en appel, et enfin devant la Cour de cassation, qui est l'instance judiciaire suprême au Congo. Et la Cour suprême n'a pas annulé les 13 ans de condamnation de Vital Kamerhe. La Cour a cassé l'arrêt pour un motif de violation de procédure. C'est tout. Et en cassant, la Cour a renvoyé devant une autre cour d'appel autrement composée. Ça veut dire que Vital Kamerhe n'est pas sorti d'affaire. Ça ne veut pas dire que les 13 ans ont été mis à néant. Ça veut dire simplement qu'il sera rejugé devant une cour d'appel autrement composée. Pourquoi? Parce qu'une règle de procédure que lui et ses conseils ont estimée fondamentale, mais à mon sens c'est du juridisme stérile, puisque il faut bien expliquer ce qui est arrivé. Dans le procès en appel, le parquet aussi, le parquet général, a aussi exercé un pourvoi. Dans l'affaire de la condamnation en première instance, il y a eu une bataille judiciaire sur beaucoup d'éléments. Beaucoup de moyens ont été soulevés pour dire que la condamnation de première instance était totalement empreinte de partialité, parce qu'on avait même fait une procédure de prise à partie contre un juge en première instance. Tout cela a été jugé et on a considéré que ces exceptions étaient purgées. Ce qui aurait dû se passer, c'est que le parquet général devrait reciter M. Vital Kamerhe et ses co-accusés à comparaître. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont été simplement convoqués à comparaître devant une audience de la cour d'appel. C'est cette règle de procédure qui a été violée, parce que si vous êtes cité à comparaître, il y a des droits qui accompagnent la citation, et si on fixe juste une date d'audience pour que vous veniez, ces droits-là, vous ne les avez pas. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a dit que l'application du droit à ce stade, c'est-à-dire en appel, a été violée, et donc on renvoie le dossier pour qu'il soit jugé. Pourquoi je dis que finalement Vital Kamerhe n'a peut-être pas gagné à l'affaire? C'est que la condamnation de première instance à 20 ans a été réduite à 13 ans par la Cour d'appel. Maintenant, comme on revient devant la Cour d'appel, on remet les compteurs à zéro. La Cour d'appel peut encore aggraver. C'est-à-dire que les 20 ans de première instance peuvent tout à fait être confirmés. Donc vous voyez qu'il ne gagne pas vraiment au change, et dire qu'on a annulé, donc crier victoire, pas du tout. Il faut replacer les choses dans leur contexte technique, parce que bon, là du coup, une certaine presse
et des hommes politiques commencent à faire des spéculations, y a-t-il rapprochement, etc. Vital Kamerhe devrait normalement être rejugé devant la cour d'appel sur le procès de première instance. C'est tout ce qui va se passer. Donc vous voyez que finalement, s'il y a un risque d'aggravation de la peine, il ne gagne pas au change, sauf à ce qu'on politise le procès et qu'on dise qu'on a fait des arrangements. C'est encore autre chose. Mais à ce moment-là, on n'a même pas besoin de casser l'arrêt. On laisse les choses se faire et on trouve les moyens d'amnistier, etc., de gracier ou quoi d'autre. Alors, vous avez parlé de ce côté politique tout à l'heure. On sait que Vital Kamerhe a eu quelques séries de bonnes nouvelles déjà. Et comme vous l'aviez dit, rejuger Vital Kamerhe, c'est une bonne chose pour lui? Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour lui, parce que, bon, encore une fois, quand en appel, vous avez obtenu une réduction, mais que vous attaquez sur des règles de procédure, si le résultat final, c'est d'être renvoyé devant la cour d'appel pour être jugé avec le risque d'une aggravation de la peine, je ne considère pas que c'est un succès. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Parce que, bon, là, du coup, bon, il encourt le risque que la peine de première instance, c'est-à-dire les 20 ans, soit confirmée. C'est un risque judiciaire qui, à mon avis, est quand même dangereux. Vous avez parlé de rapprochement tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau des politiques, on parle de rapprochement entre Vital Kamerhe et son ancien mentor? La presse spécule dessus et certains politiques le supputent. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Mais encore une fois, je dis, on ne va pas tout le temps nous faire du cinéma. Quand, à un moment donné, on montre la main ferme en disant que on veut nettoyer le pays, on veut complètement éradiquer la gangrène de la corruption, et puis, bon, une fois qu'on a condamné quelqu'un, on vient dire, bon, ben d'accord, on va trouver un arrangement pour annuler ou neutraliser la condamnation, pour lui permettre de revenir dans le jeu politique, pour empêcher probablement que d'autres hommes politiques plus dangereux ne soient élus ou ne gagnent des élections. Bon, mais si c'est ça, ça ne servait à rien même de faire le procès. Alors, faire ce genre de choses pour après faire des rapprochements, je trouve ça malsain, quoi. Il faut qu'on fasse de la politique avec hygiène, avec souci d'hygiène. Vous voyez, bon, on apprend à nos enfants de se laver les mains avant de manger. Il faut faire de la politique dans les mêmes dispositions d'hygiène, c'est-à-dire faire les choses pour que demain, vous ne discréditez pas vous-même votre action politique, vous ne discréditez pas vous-même le peu de sympathie que vous pouvez inspirer comme homme politique. Pas uniquement à l'occasion des élections. Les hommes politiques oublient souvent qu'après la politique, il y a une vie. Et il faut pouvoir passer tous les jours la tête haute dans sa rue quand on a été politique. C'est de ça qu'il s'agit principalement. C'est pas autre chose. Alors on a l'impression que, bon, parce qu'on est politicien et qu'on a accès, finalement ce n'est que ça, aux voluptés de la fonction publique, donc étant complètement obnubilé par ça, on fait des choses et puis demain on est obligé de raser les murs. C'est pas comme ça. Alors maître, comme certains, vous, par rapport à votre développement, vous ne pensez pas que c'est un coup politique, c'est un procès politique? En tout cas, je pense que dans ce dossier, le président Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de sang-froid et de distanciation par rapport au pouvoir judiciaire. Hein. Je ne pense pas qu'un juge congolais dans ce dossier puisse dire qu'il a jugé sous influence. Parce que, encore une fois, je dis, s'il n'y avait pas de fait, il n'y aurait pas de procès. On n'est pas allé inventer la disparition de cette montagne d'argent, parce que quand même 50 millions de dollars, ça ne se ramasse pas sous les sabots d'un âne. Vous parlez de faits, est-ce qu'on peut aller en détail, qu'est-ce qui est reproché à Vital Kamerhe? Écoutez, bon, il est reproché à Vital Kamerhe en tant que directeur de cabinet d'avoir, soit par manque de vigilance, soit par manque de rigueur dans la gestion de l'argent qui était confié à son cabinet,
laissé échapper 50 millions sans qu'on sache où ils sont allés. Ils ont été distribués, ils ont circulé entre des mains diverses, des mains de certains de ses proches, mais il dit qu'il n'est pas au courant. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes directeur de cabinet si vous n'êtes même pas au courant de dépenses qui se font au nom de la présidence de la République? Parce que c'est de l'argent qui a été mis à la disposition de la présidente de la République, géré directement par le cabinet présidentiel pour construire des logements à destination des policiers et des militaires. Du jour au lendemain, on découvre que cet argent-là n'est pas. Et on dit, j'étais directeur de cabinet, mais je ne suis pas au courant. Mais je trouve cette défense très hasardeuse. Donc, venir dire que c'est un coup politique, mais attendez, bon, alors qu'on nous donne l'argent, et puis après, on va faire de la politique. Mais cet argent ne peut pas disparaître impunément. On ne peut pas dire que tout cet argent-là a disparu sans qu'on sache qui. Et qu'on nous dise, je suis directeur de cabinet, mais moi je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu. Alors, oui, c'est un très mauvais directeur de cabinet, ce qui est grave aussi, ou alors il ne veut pas donner la destination trouble de ces sommes d'argent. Si c'est le premier cas, c'est aussi la faute au président Tshisekedi, selon vous? Non. Pourquoi? J'ai choisi des gens sur leur CV, et il se trouve que parfois le CV mente, et le CV dit autre chose que ce que les gens sont. J'ai choisi aussi par rapport à mon rapprochement avec Vital Kamerhe, peut-être. Mais ça, c'est du jeu politique pur. Mais on peut faire un mauvais casting. Non, mais le président n'a pas à être rendu coupable du comportement totalement anéthique de certains de ses collaborateurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien choisir les gens sur un critère politique ou technique. Bon, si vous choisissez des technocrates, vous les choisissez sur leurs compétences et leurs diplômes. Si vous choisissez des politiques, vous les choisissez sur la base de leurs zèles militants. Point. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on peut tomber sur des crapules. Ou des gens extrêmement vertueux. Voilà. Pour ce procès à venir, Maître Éric Emmanuel Sosa, qu'est-ce qu'on peut attendre? Finalement, je veux dire, c'est du temps perdu pour tout le monde. C'est du temps perdu pour la justice congolaise, c'est du temps perdu pour les Congolais, parce qu'on va revenir encore sur des faits que tout le monde connaît déjà, et on va les ressasser, on va dire on a rejugé. Bon, si le but du jeu, si c'est encore de réduire la peine, pourquoi pas? Si le but du jeu, parce que ces avocats le plaideront peut-être et avec raison, c'est d'obtenir son acquittement, qu'on fasse ce travail technique avec rigueur pour que si vraiment il y a matière à acquitter, on l'acquitte. Mais bon, qui dit acquittement dit il y a risque aussi de condamnation aggravée. C'est pour ça que je dis, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, ce nouveau rebondissement, Maître Éric Emmanuel Sosa, intervient au moment où le parti de Vital Kamerhe normalise ses relations avec le camp présidentiel. Est-ce que c'est le camp présidentiel qui joue le jeu là à l'approche des élections présidentielles? Écoutez, avec le camp de Vital Kamerhe? Franchement, je ne sais pas, et je m'interdis de faire ce genre de spéculation parce que ça fait partie des choses qui me répugnent. Vous savez, le petit calcul politique, ça me répugne. Parce que, non, je dis, on ne peut pas continuer à faire de la politique comme ça. Les Congolais attendent quelque chose. À tout le moins du premier mandat de M. Tshisekedi, ils attendent quelque chose. Si ce quelque chose peut se résumer à au moins l'assainissement de la morale en politique, d'accord, et qu'on dise le cas Tshisekedi a été un cas emblématique de ce que on a vraiment voulu indiquer à la population qu'on va gouverner autrement et que désormais au Congo, qui que vous soyez, vous êtes redevable, et si votre redevabilité n'est pas pertinente, vous subirez les rigueurs de la loi. On aura gagné quelque chose. Là, on a gagné quoi? Si c'est ce jeu-là, donc on se rapproche du camp de Vital Kamerhe pour avoir un gain politique. Donc finalement, le peuple congolais et sa démocratie a gagné quoi? Rien du tout. Donc on refait la politique comme avant. Donc ça avait servi à quoi de faire les élections? Pourquoi on ne nous a pas laissé Kabila tranquille? Il aurait pu faire la même chose depuis. Donc, on a gagné quoi?
Je ne dis pas qu'on a fait 300 km de route supplémentaire, je ne dis pas qu'on a créé un chemin de fer entre Mbujimayi et Lubumbashi qui fonctionne très bien. Je ne dis pas qu'on a gagné ça. Je dis dans la vie politique et la moralité en politique au Congo, on a gagné quoi? L'action de la justice, c'est ça aussi, c'est le résultat qu'on veut. Ce n'est pas nécessairement l'emprisonnement de quelqu'un. Qu'on nous dise, ok d'accord, les faits tels qu'ils se sont passés ont avéré une infraction. Mais bon, comme M. Vital Kamerhe est un cadre d'État tellement prisé, il faut le conserver en fonction. Donc, on va le dispenser de peine, à la limite. On peut comprendre ça, vous comprenez? Qu'on dise, oui, c'est vrai, ce qu'il a fait est mauvais, ne reprenez pas ça. Si on vous y reprend, ça va être plus grave. Et vous autres collaborateurs de l'administration, prenez-en de la graine, désormais, nous sommes intransigeants. On aura gagné ça. Mais on a fait ça, on a condamné le gars à 20 ans la première fois, puis à 13 ans, et puis maintenant c'est pour venir nous dire, bon, on est en train d'aborder les élections, alors pendant les élections, ben, il faut que la justice lève la main et desserre l'étau pour qu'on fasse de la politique. Vous voyez, à chaque fois, c'est comme si on est dans le mythe de Sisyphe, quoi. On fait quelque chose, il roule sa pierre, il arrive au sommet, et puis ça redégringole, on va recommencer encore. Si c'est pour faire ça, ne faisons même pas d'élection, sincèrement. On aurait dû laisser carrément Kabila et son clan, et puis bon, ils dirigent le pays jusqu'à leur mort, et puis après, une autre génération leur succède, et puis c'est tout. Rien ne change. Si rien ne change, alors pourquoi on fait des élections ? C'est pour ça que je dis, non, écoutez, si on ne peut pas mettre un peu plus d'hygiène dans l'action politique, ça ne sert à rien d'aller amuser la galerie à chaque échéance électorale pour dire que, bon voilà, on aspire à des changements et qu'on va faire des promesses d'amélioration à des populations qui sont complètement altérées de justice, voyez, et d'efficacité de l'action politique. C'est tout ce qu'on demande. Si vous voulez de la justice, rendez-la bien. Si vous voulez être des hommes politiques reconnus pour votre probité, soyez propres et faites votre action politique avec de l'ordre et de la discipline. Ou bien, on ne peut pas réclamer ça? C'est la moindre des choses. Bon. Allez, on va quitter Kinshasa pour parler le second tour des élections présidentielles. En France, va opposer le président sortant, le président Macron, à Madame Le Pen du Rassemblement, lui, le RN. Alors, mettre le 24 prochain, quand on voit déjà le report des voix, Yannick Jadot, on voit Valérie Pécresse, on voit Anne Hidalgo et autres, on voit même la position de Madame Le Pen face à Zemmour. Est-ce qu'on peut dire que le président Macron est parti pour empiler? Oui, enfin, l'arithmétique des reports semble le donner gagnant. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'une question d'arithmétique. Il y a aussi à considérer le facteur de l'abstention. Il y a à considérer le fait que beaucoup de Français sont furieux parce que quand vous faites le compte, au final, le président Macron, au premier tour, il fait le constat que 70% des Français ne l'approuvent pas ou désirent quelqu'un d'autre. Maintenant, il se retrouve en face de Madame Le Pen. Madame Le Pen, bon, disons d'abord, elle est une handicapée patronymique et elle a un projet politique qui effarouche les Français. À partir de ce moment-là, ce n'est pas, l'élection probable de M. Macron n'est pas l'adhésion au macronisme. L'élection probable de M. Macron est plutôt le rejet du lepénisme et ce qu'il représente. Donc vous voyez qu'au final, c'est pareil, on ne gagne rien au change. En fait, c'est pour certains électeurs, c'est le choix entre la peste et le choléra, et finalement, ils vont s'abstenir. Le camp de l'abstention sera encore plus étoffé au fur et à mesure. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a de quoi désespérer, parce que, très honnêtement, vous avez vu, la différence était ténue entre M. Mélenchon et Madame Le Pen. Madame Le Pen. Donc il y a eu beaucoup de déperdition de voix de gauche,
Si ces voix de gauche avaient été reportées sur Mélenchon, qui incarne dans son programme et l'énoncé de sa vision un vrai changement, un changement social considérable, on aurait eu un autre débat et l'élection française aurait eu un autre intérêt. Mais là, c'est malheureusement un expédient qui va permettre à M. Macron d'être élu parce que finalement, il n'y a même pas match, il n'y a pas débat. Vous comprenez? Bon, il a gagné un pénalty, il n'y a même pas de gardien dans les buts. Bon, c'est bon. Alors, comment comprendre la position de Mélenchon, par exemple, quand il appelle les gens à ne pas voter pour Mme Le Pen au même moment, il ne donne pas des consignes pour aller voter? Parce que M. Mélenchon est égal à lui-même et je respecte énormément cette posture. Je ne suis pas propriétaire des voix de ceux qui m'ont donné leur suffrage. Donc je n'ai pas à leur donner de recommandations, encore moins des injonctions. Leurs recommandations vis-à-vis du Rassemblement national. De ce qu'ils vont faire. En revanche, parce que dans la vie c'est ça, parfois on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut absolument pas. Vous comprenez? Voilà. Et Mélenchon, c'est ce qu'il ne veut absolument pas qu'il advienne en France, c'est-à-dire l'élection de Mme Le Pen, qui est perçue par M. Mélenchon et beaucoup de Français comme une calamité, un véritable cataclysme. Ça, je crois que le dire, c'est de propos tout à fait communs. Ça n'a rien d'exceptionnel de dire qu'un programme qui veut qu'on ne réserve certains droits qu'à des Français, qui veut à chaque fois qu'on harcèle l'étranger, soit un programme bienvenu. Bon, d'accord, ok, on a vu des gens qui ont des opinions assez voisines ou parentes de celles de Rassemblement National ont gagné des élections au Brésil, en Hongrie, etc. Bon, aux États-Unis. Et aux États-Unis, sous M. Trump, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est des mandats uniques qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont finalement abîmé la concorde nationale. Parce que quand on a ce genre de rhétorique en politique, en règle générale, on irrite les gens et on fait tout pour les disperser plutôt que de les réunir. Alors, quand on s'appelle Rassemblement National avec un tel discours, je veux dire, c'est un discours repoussoir. Donc je ne vois pas autour de quoi on rassemble les Français. Beaucoup de Français sont d'origine étrangère et ils n'aiment pas ce genre de propos. Même M. Zemmour est d'origine étrangère. Il a renié ses origines, soit, mais ça le regarde. Chacun vit finalement son humus personnel comme il peut, avec son histoire, son évolution dans la société. Mais on a montré une vidéo où M. Zemmour était dans une salle de classe en train de dévoiler son programme et un enfant de 6 ans qui lui demande s'il a souffert quand il était petit. Ça veut tout dire. Il a peut-être trop souffert quand il était petit, il n'était pas bien dans sa peau. Et il faut être mal dans sa peau pour avoir des discours comme ceux de M. Zemmour. Et même Mme Le Pen en a honte. Elle ne saute pas dans les bras de Zemmour et de ses électeurs. Et d'ailleurs, justement, j'allais vous poser cette question. Sa position vis-à-vis de M. Zemmour, cette position ne va pas faire perdre des points à Mme Le Pen? Parce qu'on sait que M. Zemmour a appelé à voter Mme Le Pen. Oui, bon, écoutez, il vaut peut-être mieux pour Mme Le Pen de perdre élégamment que de gagner en ayant cette osure sur son élection. Parce que elle-même, elle n'en veut pas des voix de ce monsieur. Donc vous voyez, enfin, il y a quand même des questions à se poser, hein. Alors, Russie et Ukraine, pour terminer, Maître Éric Emmanuel Sosa, en quoi peut-on craindre une troisième guerre mondiale dans ce conflit? En quoi peut-on craindre une troisième guerre mondiale? C'est-à-dire que quand les États-Unis en veulent à quelqu'un, il faut que le monde entier souffre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand les États-Unis bombardaient le Vietnam, c'était une guerre mondiale? Non. Quand les États-Unis ont décidé de détruire l'Irak, c'était une guerre mondiale? Non. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, il faut que ce soit une guerre mondiale? Parce qu'ils s'attaqueront à la Russie. C'est ça. Mais qu'ils fassent leur guerre entre eux et qu'ils laissent le reste du monde tranquille. Le reste du monde ne demande rien. Certes, oui, on va souffrir. Parce que beaucoup de choses vont devenir plus difficiles d'accès. Oui, le monde sera plus difficilement vivable, mais il ne faut pas nous mêler à ces affaires-là. S'il y a des hommes politiques en Afrique qui pensent que dans cette affaire, ils vont mettre leur nez et ils vont mettre le doigt dans quelque chose,
alors il faut tout de suite qu'on leur fasse la guerre à eux, mais chez nous. Mais il ne faut pas les laisser rentrer dans ce genre de choses. La rhétorique belliciste actuelle de certains pays européens qui consiste à dire « donnons de plus en plus d'armes à l'Ukraine pour bombarder la Russie sans y aller nous-mêmes » est quelque chose de totalement répugnant. Donc vous pensez que c'est un combat entre la Russie et les États-Unis, entre griffes? Oui, mais les États-Unis qui ont beaucoup de proxies, c'est-à-dire qu'ils ont donné la procuration à des gens pour faire la guerre à la Russie en leur nom et pour leur compte. Mais ils ne vont pas la faire eux-mêmes. C'est ça le vrai message. Pour le moment, c'est l'Ukraine seule qui est face à la Russie. Oh, bah, oui, l'Ukraine seule, mais disons poussée, vous voyez, elle a des boutefeux qui disent non, 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 vas-y, on te soutient, on t'envoie des armes, tu vas réussir, tu vas gagner. Et maintenant, on a créé autre chose. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, on dit c'est un génocide. Mais vous savez, la guerre du Biafra, il y a 50 ans ou un peu plus au Nigeria, ici. Mais, au cours de cette guerre, on a utilisé le mot génocide aussi. Et tout le monde a su, l'histoire nous a appris que c'était une guerre complètement fabriquée. Complètement. Et on a manipulé des hommes politiques nigérians pour demander qu'ils portent le projet d'irrédentisme du pays Igbo contre le gouvernement fédéral du Nigeria. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des bouts de feu, il y a toujours des gens qui vont vous dire que vous êtes qualifié, qui vont vous donner des armes. Cabinda, c'est pareil. Vous voyez, Cabinda, l'enclave de Cabinda entre l'Angola et le Congo, c'est pareil. Il y a toujours des gens pour armer les gens, pour faire des guerres qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais ils savent pourquoi il faut absolument qu'ils créent le chaos pour pouvoir eux faire du business, c'est-à-dire vendre des armes, c'est-à-dire créer disons une psychose chez les gens pour pouvoir assouvir des besoins de puissance, parce qu'en fin de compte c'est ça. La Russie ne demandait rien. Encore une fois, Poutine n'a pas besoin d'être défendu par quelqu'un comme moi, mais sincèrement je pense qu'au fur et à mesure que cette affaire évolue, on se rend compte que la démocratie elle-même est mise à mal. Pourquoi je dis cela? Les enfants de Poutine ou les enfants d'un ministre Lavrov, qui ne sont pour rien, ils n'ont rien fait du tout. On trouve normal de les sanctionner aussi. Un pauvre enfant, parce qu'il est le fils ou la fille du ministre des Affaires étrangères de Russie, qui fait des études tranquilles dans un des pays européens, on va lui créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il a à voir dans les comportements politiques de son père? On est en train de déraisonner complètement et on veut nous faire gober n'importe quoi. Demain, on va nous dire, si jamais un président africain dit une seule chose qui soit un raisonnement critique par rapport à ce qui se passe à l'OTAN et à l'UE, gare à lui. On va peut-être l'interdire de voyage aussi dans l'espace européen. C'est du délire total. Et c'est pour ça que je dis, au final, vous voyez, ils finissent par me rendre quelqu'un comme Vladimir Poutine extrêmement sympathique, alors que le gars n'a pas le talent d'être sympathique à l'origine. Mais là, oui, ils le rendent sympathique. À force d'abus, à force de déraison, ils rendent cette guerre totalement défendable au final. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa, célèbre avocat au barreau du Togo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.